Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Étienne Jarnel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du Point et nous vous recevons à l'occasion de la parution, en collaboration avec votre magazine et Flammarion, d'un livre consacré au massacre du 7 octobre en Israël. Un ouvrage qui est à l'origine une longue enquête publiée en couverture du Point au mois de novembre dernier et qui avait sans doute attiré l'attention de nos auditeurs. Vous y signez la préface, l'écrivain Kamel Daoud la postface, de textes inédits sur lesquels nous reviendrons. Mais commençons d'abord avec le titre choisi. Un pogrom au XXIe siècle. Vous racontez dans votre texte, Étienne Jarnel, la genèse de ce choix. Qu'est-ce qui vous a fait hésiter ? Ce qui nous a fait hésiter, c'est que nous avons, au moment du bouclage du journal, consulté deux historiens, Georges Bensoussan et Marc Nobel, sur l'utilisation de ce mot, parce que c'est celui qui m'était venu à l'esprit en premier. Et on avait entendu de leur part des réserves. Alors des réserves d'historiens, vous savez, les historiens, ils aiment bien être précis, ils n'aiment pas sortir des mots de leur contexte. Et plaquer des situations passées sur... Voilà, et d'autant que... mais surtout, et c'est ça qui m'a un peu interloqué, ils avaient l'air de dire que le mot pogrom était en réalité en dessous de la réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient le mot pogrom se rapporte à des événements, notamment en Russie et en Europe de l'Est, à partir du XVIIe jusqu'au XIXe, et puis début XXe aussi, qui étaient le plus souvent spontanés. Il y avait des massacres très souvent, mais pas forcément jusqu'au dernier, où il y avait des pillages, ça oui, qui étaient souvent sous l'emprise de l'alcool, et en tout cas qui étaient peu planifiés. Or là, on a affaire à quelque chose qui est manifestement planifié de longue date, qui a une visée exterminatrice, systématique, où il faut tuer tout le monde jusqu'au dernier, jusqu'aux enfants, jusqu'aux vieillards. Donc le terme paraissait en dessous de la réalité. Et ça vous a surpris ? Et oui, et ça m'a surpris. Et puis moi, je me suis replongé un peu dans cette histoire-là. Alors, certes, la nuit de cristal a été considérée, appelée pogrom. Et la nuit de cristal a fait une centaine de morts. Alors après, il y a eu des milliers de déportés. Mais donc beaucoup plus à la fin. Et donc on a hésité. Et puis finalement, on a choisi pour cette formule un pogrom au XXIe siècle pour dire, bah oui, c'est un siècle nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Et donc on l'a ancré dans le temps pour montrer que c'était une réalité différente. Et du point de vue de la condition juive, parler d'un pogrom dans l'État d'Israël, dans un État qui est souverain, ça dit aussi quelque chose. Oui, absolument. Et puis, pourquoi on tenait à ce mot-là ? Parce qu'il fallait signifier, ça n'est pas simplement un massacre, c'est un massacre antisémite, et à visée antisémite. Ça ne fait absolument aucun doute. Le but, c'est l'extermination. C'est Georges Bensoussan qui a cette expression, il dit c'est un massacre de type génocidaire. De type génocidaire. Et je pense qu'il faut souligner ça. Et quand on dit juste le massacre, ben oui, des massacres, il y en a absolument tout le temps. Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est la visée exterminatrice. Et la visée exterminatrice, elle n'est pas niable dans cette affaire parce qu'elle est écrite dans la charte du Hamas. Et c'est écrit. Que vous citez dans votre texte. Abondamment. Et donc je fais une analyse presque pas article par article, mais il faut le faire. Et il faut le faire. Vous savez, il y a des références quand même qui ne trompent pas. Dans la charte du Hamas, il est fait référence au protocole des sages de Sion. Et faux historique, qui est un document qui a été fabriqué par des antisémites pour fabriquer de l'antisémitisme en Russie tsariste en 1903. Ce qui est intéressant, qui cite d'autres le protocole des sages de Sion ? Adolf Hitler dans Mein Kampf. Et il le cite, Hitler, en disant, en reconnaissant, c'est ça qui était intéressant d'ailleurs, que ce protocole ces protocoles, leur authenticité sont contestés. Elles étaient, parce qu'il avait été déjà démontré à plusieurs reprises que c'était des faux grossiers entre 1903 et 1925. Mais Hitler, quand même, reconnaît qu'elles sont contestées. Alors, il s'en sort par une pirouette qui est complètement folle. Il dit, mais bon... Très complotiste, d'ailleurs. Oui, il dit, les Juifs les contestent, mais puisqu'ils sont menteurs, c'est donc qu'ils sont vrais. C'est invraisemblable comme logique. Mais le Hamas ne prend même pas cette précaution-là. Dans sa charte, les protocoles de suggestion, ce qui se passe aujourd'hui prouve que c'est vrai. Donc c'est incroyable. D'abord, les Juifs contrôlent les médias. Les Juifs contrôlent les médias. L'argent, vous trouvez tous les poncifs de l'antisémitisme depuis le Moyen-Âge. Y sont. Et puis, il ne faut jamais oublier que cette charte du Hamas ne dit pas Israël. Elle parle des Juifs. C'est pas Israël. C'est pas l'État israélien.
c'est les Juifs. C'est tout le temps les Juifs. Et donc, comment dire, il y a une ligne qui est extrêmement directe entre un antisémitisme et qui trouve d'ailleurs une partie de ses origines dans l'antisémitisme européen et l'antisémitisme nazi, parce que je suis désolé, mais la référence commune avec Mein Kampf, ça pose quand même les choses. Et ce massacre qui a un caractère, comme le dit Bensoussan, génocidaire. C'est un événement considérable. Et ce qui nous a poussé à écrire ce livre, c'est qu'on tente toujours de le relativiser. C'est insupportable. On va y venir. Avant ça, sur les termes choisis, on parlait de pogrom, de massacre de type génocidaire, l'expression de Georges Bensoussan. D'autres, je pense notamment à Frédéric Ancel, de 11 septembre israélien. Chacun de ces termes décrit à sa manière l'inscription de ces événements dans une histoire de l'antisémitisme, mais aussi leur singularité. C'est un terme aussi que met en avant Georges Bensoussan. Qu'est-ce qui restera, selon vous, Étienne Jarnel, de cette terrible journée ? Comment elle va s'inscrire dans les mémoires au-delà des frontières israéliennes ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire ce numéro, puis ce livre. Parce que l'histoire s'écrit et se réécrit en direct. C'est ce qui caractérise notre époque. Et elle se falsifie aussi en direct. Alors, normalement, la qualification de ce genre d'événement, c'est le travail des historiens. C'est leur métier, de prendre le temps d'analyser. D'ailleurs, quand on les interroge, ils sont embarrassés, ils n'aiment pas travailler en direct, les historiens. Et c'est normal, c'est pas leur métier, c'est pas leur manière de fonctionner. Nous, on a considéré que c'était normal d'écrire. D'ailleurs, on le dit, on ne prétend pas faire un travail d'historien. C'est de l'histoire en direct, c'est du journalisme. Mais c'est aussi d'une certaine manière de l'histoire du temps présent. C'est de l'histoire du temps présent parce que l'histoire, et c'est ça le sujet, l'histoire, il y a une tentative, liée à une tentative en direct, immédiate de réécriture de l'histoire. De réécriture de ce que c'était, ce que le 7 octobre représente et de ce que ça a été. Et du caractère génocidaire de ce massacre, pas seulement de sa violence, pas seulement du nombre de victimes, parce que vous savez, moi je m'érige contre la tentation de la calculette, comme s'il fallait laisser aux calculatrices le soin de juger des actes des hommes. Le sujet du nombre de victimes n'est pas le sujet. Oradour-sur-Glane a fait beaucoup moins de morts que le bombardement de Dresde. Est-ce qu'il faut dire pour autant que Dresde, c'est mal et Oradour, c'est bien ou moins grave. C'est très important de regarder les choses et de regarder cet événement-là. Et après, ce qui s'est passé, oui, pourquoi on a voulu faire ça ? C'est la relativisation. Il y a une sorte de contre-histoire révisionniste. Oui, le révisionnisme fonctionne en direct. Sur les réseaux sociaux, on a un révisionnisme TikTok. Malgré les preuves que fournissent d'ailleurs et c'est ça les hommes du Hamas. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que dans les grands tueurs assassins de l'histoire, beaucoup ont essayé de maquiller leurs crimes, de les effacer. Mais pas eux. Eux, ils les revendiquent. Ça, c'est quand même un fait absolument ahurissant. Même si on a appris qu'à partir de la mi-novembre, les responsables du Hamas ont progressivement essayé d'effacer les vidéos pour éviter qu'elles soient utilisées contre eux lors de procès devant la Cour internationale de justice. Oui, je crois que ça les sauvera pas. De ce point de vue-là, s'ils en réchappent, en tout cas physiquement, ceux qui seront pris ne finiront normalement à la CPI. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est une histoire en direct qui se passe. Et la politique aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est de l'histoire qui se passe en direct. Et il y a une tentative d'imposer un récit selon lequel cet événement ne serait qu'un événement parmi d'autres dans le fil des événements au Proche-Orient. L'idée selon laquelle cet événement serait soluble dans la longue histoire du conflit israélo-palestinien. C'est le fameux 8 mai du président Macron. Oui, c'est le dos à dos. C'est l'impossibilité de parler du 7 octobre sans dire ah oui, mais d'ailleurs on le voit même sur les réseaux sociaux, mais vous parlez pas de ce qui s'est passé ensuite à Gaza. Pardon, il y a un événement là qui s'est produit. Et comme s'il fallait absolument le pondérer par autre chose. Et il le fallait justifier aussi parfois pour certains. Probablement, et en tout cas la volonté soit de l'effacer pour certains, soit dans tous les cas de le relativiser. Et l'idée selon laquelle, oui, ce serait quelque chose parmi d'autres, et puis il y a eu autre chose avant, etc. Non, il n'y a pas eu autre chose avant. Des massacres antisémites, il y en a eu d'autres dans l'histoire, ça c'est sûr, et des plus grands. Mais dans l'histoire depuis 1948, c'est un événement particulier. Et c'est un événement particulier très probablement pour Israël, très probablement pour les Juifs. C'est un événement
particulier pour nous tous, pour l'esprit. La relativisation de ce crime est un crime contre l'esprit. Et le soutien ou le soutien implicite qu'a reçu le Hamas dans cette affaire, en Occident, est terrifiant. Il est terrifiant pour l'avenir de la démocratie libérale, il est terrifiant pour l'avenir de nos principes les plus essentiels des Lumières. C'est peut-être ça qui m'a le plus effrayé, je vais vous dire, dans cette affaire, parce que on ne peut pas dire qu'on soit complètement surpris de la volonté sanguinaire et du Hamas, ni de son antisémitisme, puisqu'il l'a écrit. En revanche, ce qui s'est passé sur les campus américains, oui, c'est effrayant. En revanche, ce qui se passe d'une certaine manière dans le monde médiatique français, oui, c'est effrayant. Dans la politique française, oui, c'est effrayant. Ça veut dire que finalement... Donc on défend aujourd'hui la cause palestinienne à travers un soutien implicite au Hamas. On en est là. Oui, ce qui est fou d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est-à-dire que quel mépris faut-il avoir pour les Palestiniens pour les résumer au Hamas ? Et il y a aussi de ça, hein. C'est-à-dire que je trouve ça effrayant, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de la sympathie, du soutien pour les Palestiniens, les ramener tous au Hamas, comment dire, c'est pas flatteur, mais oui, il y a et puis on n'a pas voulu parler. Là, par exemple, il y a eu le déni sur les violences sexuelles, sur les viols. On va y venir tout à l'heure, Étienne Jarnel. Je vais vous citer, dès le soir du 7 octobre, l'ombre de la confusion s'est déployée, et face à cette confusion, vous citez une référence qui parcourt votre texte, Vladimir Jankélévitch, imprescriptible. Oui. Et Jankélévitch avait tout vu avant tout le monde, il avait compris. C'est assez génial. Mais c'est génial, c'est fascinant d'ailleurs, quand il parle de l'antisionisme, c'est la permission d'être démocratiquement antisémite, et il disait ce serait tellement merveilleux si les juifs étaient des nazis. Voilà, c'est la permission de les tuer. Il écrit dans les années 50. Hein. Oui, l'imprescriptible. C'est extraordinaire ce texte, il y a absolument tout dedans. Et il y a tout ce qui se passe aujourd'hui se trouve dedans. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voyait bien la nazification d'Israël qui est en cours, avec ce hashtag absolument insupportable, génocide Gaza. Et là, Jankélévitch répond par avance. Et il dit, mais au fond, est-ce qu'on peut comparer Oradour-sur-Glane et Dresde ? Ben non, on peut pas. D'abord parce que la méthode est différente, c'est-à-dire qu'aller assassiner des gens au bout du fusil, un par un, des familles entières, et bombarder une ville parce qu'un ennemi y est retranché, ça n'est pas la même chose. Et puis, il y a un agresseur et un agressé. Et Jankélévitch dit, bah oui, on peut pas juger de Dresde sans parler avant d'Oradour, de Coventry, sans parler des massacres en Pologne. On peut pas. Et il répond de manière très très claire à cette affaire. Or là, il y a la grande confusion qui s'installe, et où on dit, bah finalement, allez, 5 minutes pour chacun. Hein, voilà, et c'est comme ça qu'on fait. J'ai détesté, par exemple, quand sur certaines radios, dans certains médias, tous les sujets commençaient par le comptage des victimes de part et d'autre. D'abord parce que compter des victimes comment dire, en Israël, dans un pays démocratique où il y a une presse libre et où les choses sont vérifiables et contestables, et attraper comme ça, gober tout cru les chiffres du Hamas, parce que c'est ça. Du ministère de la Santé qui est aux mains du Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas, en tant que tel, c'est une blague. C'est une énorme blague, c'est une farce. Mais attendez, parlez-moi du ministère de la Justice en Corée du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot ministère de la Santé du Hamas ? Voilà un État qui a consacré la majorité, enfin une immense partie de ses ressources et des ressources internationales à construire des tunnels, des missiles, des roquettes, au lieu de venir en aide à sa population. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le ministère de la Santé du Hamas, rien que ça, je trouve ça fou qu'on répète qu'on rappelait au départ rire. Que ces chiffres provenaient du ministère de la Santé, tout en rappelant qu'effectivement il était entre les mains du Hamas, mais au fur et à mesure des semaines, on ne rapportait même plus cela dans certains médias. Oui, alors après, les chiffres, et je veux dire, peut-être même qu'ils sont ceux-là, peut-être même qu'ils sont au-dessus, je n'en sais rien, à vrai dire, personne n'en sait rien, et personne n'est capable de donner des chiffres, et même l'ONU là-bas qui joue un rôle quand même assez bizarre. Et quand même, quand on voit que certains employés des agences de l'ONU, de l'UNRWA, qui sont quand même réjouis bruyamment du 7 octobre. Hein, mais quoi qu'il en soit, la vraie question de la logique derrière ça, de ne pas comprendre, de ne pas faire la différence entre un massacre où on rentre dans un kibboutz et on massacre des familles entières,
et le bombardement d'une ville dans laquelle se cachent des hommes armés qui viennent de commettre un massacre, je trouve ça fou. Je trouve ça inquiétant pour la santé mentale du débat. Comment peut-on à ce point être indifférent à cette réalité-là, de cette différence? C'est pour ça que je dis que ce qui se passe à propos de la mémoire immédiate du 7 octobre concerne le monde entier. Elle nous concerne tous. Et est-ce qu'on peut encore avoir un débat sensé ou pas? Est-ce que les valeurs qui sont les nôtres existent encore ou pas? Et c'est ça qui m'a, je dois dire, même un peu déprimé pendant plusieurs semaines. Je me suis dit, mais au fond, si ça ne compte plus, quels sont les autres principes qui nous paraissent essentiels et qui pourraient s'effondrer d'un coup? Voilà. C'est une question qui nous est posée à tous. Et pour lesquels on serait prêt à se battre à l'avenir? J'espère. Alors c'est ce que dit Yair Lapid, que j'avais interviewé en Israël il y a quelques semaines. Il disait, mais au fond, nous, les démocraties, on est souvent un peu en retard, mais à la fin, on finit par gagner. Il dit, on est souvent en retard. Voilà. C'est peut-être vrai. Le récit minutieux de ce Shabbat noir, comme l'ont surnommé les Israéliens, éclaire à travers votre livre et le livre de la douzaine de journalistes qui collaborent, éclaire d'une manière et d'une lumière édifiante la matière antisémite qui nourrit à la fois l'action et le discours du Hamas. Est-ce qu'on a eu tort de chercher à analyser, notamment en France, le conflit israélo-palestinien seulement à travers le seul prisme de la question nationale ou territoriale? Je crois surtout qu'on a eu le tort Vous savez, les experts sont très utiles, et les experts du conflit israélo-palestinien sont très utiles, ils connaissent l'histoire, mais l'inconvénient parfois de l'expert, c'est de ne pas embrasser la nouveauté. Puisque finalement, ce qui fait son rôle d'expert, c'est qu'il connaît le passé, et il n'y a jamais vraiment rien de nouveau, j'en avais déjà parlé, ça s'est déjà produit, etc. Non, il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans cette histoire. L'événement. Voilà, d'abord il y a un événement. Et cet événement dépasse de très 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 loin la question du conflit israélo-palestinien. Elle nous concerne tous. Et parce que c'est un massacre de type génocidaire. Voilà. Et donc ça n'est pas un événement parmi d'autres dans l'histoire du Proche-Orient. Parce que c'est un événement particulier même dans l'histoire du Proche-Orient. Mais c'est un événement particulier pour nous tous. Et c'est un événement d'autant plus particulier pour nous tous que les échos, les secousses dans le débat en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, sont tout à fait terrifiantes. Je pense qu'il faut traiter du 7 octobre parce que le 7 octobre est un événement unique dans l'histoire, mais parce que la réception du 7 octobre dans le monde est absolument terrifiante. Alors justement, le rapport sur l'antisémitisme en France a été publié ce matin par le CRIF et le SPCJ, le service de protection de la communauté juive. Augmentation de plus de 1000% des actes anti-juifs sur le dernier trimestre 2023. Ça représente le total des actes antisémites de ces 3 dernières années cumulés. Une moyenne quotidienne d'environ 25 actes antisémites a été enregistrée au cours des 30 jours qui ont suivi le 7 octobre. On a vraiment un problème qui est franco-français. Oui, il n'est pas que franco-français, parce que, encore une fois, les manifestations à Londres, avec ce fameux slogan « From the river to the sea », de la rivière à la mer, c'est dingue. Qui appelle donc à la destruction de l'État d'Israël. Voilà, qui appelle concrètement à la destruction d'Israël. Mais oui, on a un énorme problème. On a un énorme problème, et on a un autre problème, c'est la justification, un peu sournoise de cet antisémitisme dans un discours public. Ça aussi, c'est la nouveauté. La nouveauté de ces dernières années, c'est la montée de cet antisionisme dont Jean Kelevitch avait raconté la vraie nature il y a déjà très longtemps, et dans le débat public. Donc vous vous souvenez de cette résolution au moment de la nouvelle législature en 2022 qui avait été portée par un certain nombre de partis de gauche et d'extrême gauche à l'Assemblée dont le but était de qualifier l'apartheid que pratiquerait Israël. Il y a ça. Vous avez eu, ne l'oublions pas, en 2022, des députés de la France Insoumise qui ont été élus avec le soutien de Jérémy Corbyn. L'ancien chef du Labour. Du Labour, qui a été mis en cause, et qui d'ailleurs, pour la montée de l'antisémitisme au sein du Labour.
quelle est la plus-value de Jérémy Corbyn dans une campagne législative française? Qui le connaît, si ce n'est ça? Et donc c'est tout à fait effrayant. Et puis vous avez un nombre de sorties pour le moins ambiguës de Mélenchon, comment il s'appelle, David Guiraud. Alors lui, il est de moins en moins ambigu. C'est de plus en plus clair. Et Daniel Obono. Voilà, et ça crée des scandales. Alors on réagit, vous, moi, des gens réagissent, se scandalisent, etc. Et puis on voit bien que ça se sédimente après. Ils sont de nouveau invités sur les plateaux et tout va bien. Et on leur parle d'autres choses, des retraites, des agriculteurs, de tout ce que vous voulez. Et j'y vois quand même une forme de rupture par rapport au passé. Parce que je me souviens, j'étais jeune, mais je me souviens quand même que Jean-Marie Le Pen, après ses multiples dérapages du raffour crématoire et le détail de l'histoire, etc. Mais il y avait cette tension-là, c'est-à-dire c'était quasiment toujours la première question après, dans les interviews, on ne le lâchait pas avec ça. Et là, on voit bien, ça passe à la fin. L'invitation du rappeur Medine, dont les sorties, de ce point de vue-là, étaient quand même plus que limite, ça passe. Ça crée des remous, mais ça passe. Et tout passe. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est ça, c'est que tout passe. Et on s'habitue. Oui, c'est la force de... Oui, il y a une forme d'habitude. Et puis un jour, peut-être qu'on réagira plus du tout, qu'il n'y aura plus du tout d'indignation et que ce sera passé dans le débat. Oui, et je ne peux pas ne pas faire le lien entre ce que vous me dites sur les actes antisémites, et puis une forme de légitimation dans le débat public de l'antisionisme. Et sachant que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est la même chose. Souvenez-vous d'Alain Finkielkraut qui avait été poursuivi à l'époque des Gilets jaunes, oui, boulevard du Montparnasse, au cri de sale sioniste. Ça voulait dire quoi, sale sioniste? Ça voulait dire sale juif. C'est ça que ça voulait dire. Et donc, on peut faire semblant de croire que c'est pas la même chose. Mais il y en a il y a l'un des mots qui est justifié dans l'espace public. Il y a eu beaucoup de papiers sur le site de Mediapart pour dire non, l'antisionisme, je vois pas où est le problème. Il y avait ce papier qui était effrayant qui disait le sionisme est une idéologie comme une autre, donc d'une certaine façon l'antisionisme c'est une critique politique. Est une critique politique. Ben non, il n'y a pas besoin d'être antisioniste pour critiquer la politique de Netanyahou. Moi, vous ne me ferez pas défendre Netanyahou, ni sa politique en Cisjordanie, jamais. Mais est-ce qu'il y a besoin d'être antisioniste pour ça? Non. Être antisioniste, c'est effectivement, comme le disent le slogan, de la rivière à la mer. Et donc, il y a une espèce de fil comme ça, de filet qui drague beaucoup de choses. Alors, on met antisionisme, on parle de la Cisjordanie. Un filet qui drague également des électeurs. Oui, bien sûr, oui. Donc, d'ailleurs, c'est tout à fait effrayant parce que LFI peut dire beaucoup de choses. J'en ai dit, écrit beaucoup sur eux. Mais ils ne sont pas stupides. Ils ont obtenu des succès électoraux. Ils sont excellents en marketing électoral. Donc, ça veut dire qu'eux anticipent le succès de ce genre de rhétorique et de ce terrain-là. Donc, ça veut dire qu'ils pensent que c'est payant. Et ça semble avoir été lors des dernières élections locales et nationales. Oui, alors après, dans certains territoires. Quand vous regardez les sondages au niveau national, ça prend pas non plus. C'est plutôt rassurant. Est-ce qu'il n'y a pas une autre histoire localement? Oui, là, il peut y avoir une histoire locale et puis il peut y avoir l'histoire de sécuriser un électorat qui est sensible à ça et de sécuriser un noyau. Mais non, il y a cette confusion-là qui est l'antisionisme, c'est quand même la clé de beaucoup de choses. Et si on ne réagit pas, on va avoir un gros problème. Alors cette poussée extraordinaire d'antisémitisme ces 3 derniers mois en France renforcera sans doute le mouvement de migration intérieure d'une partie des Juifs vivant dans des quartiers difficiles et qui pour certains ont été visés, on le lit dans ce rapport, notamment par des menaces et des inscriptions jusqu'au pas de leur porte. Elle a d'ores et déjà conduit de nombreuses familles, mais aussi des plus jeunes, des lycéens, à s'interroger sur leur avenir en France. Un chiffre pour bien mesurer le phénomène, Étienne Gernel, le nombre de dossiers d'ALIA déposés a augmenté de environ
30% en France depuis les attaques du 7 octobre, donc entre le 7 octobre et le début du mois de décembre. Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics, mais plus généralement les responsables politiques, les leaders d'opinion, en aient pris conscience de ce sentiment d'angoisse, de cette solitude des Juifs? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, concrètement, que des Juifs puissent avoir peur en France est une honte pour notre pays. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible pour le principe. Et c'est pas possible parce que nous avons une histoire. Et d'ailleurs, qui fait la une du Point cette semaine, parce qu'on fait la une sur les témoignages des derniers déportés. Oui. Enfin, de quelques-uns des derniers déportés, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore en vie. Nous avons une histoire par rapport à ça, et ne pas réagir, c'est une faute. Donc, est-ce que la réponse est à la hauteur ? Je ne sais pas. Je n'ai aucun doute sur la sincérité du gouvernement dans cette affaire et de Macron. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Hein, Est-ce que collectivement le pays réagit assez ? Je pense que non. Voilà, je pense que... Vous savez, encore une fois, je vais parler un peu d'histoire des années 80, mais 80-90, pardon. Mais Carpentras. Alors après, l'histoire de l'enquête, je ne parle pas de ça. Mais la mobilisation des Français à ce moment-là. Oui, 200 000 personnes. Et ça remuait tout le monde. Aujourd'hui, et ces dernières années, avant même le 7 octobre, ça remuait moins de monde. Des profanations, la profanation qui a eu lieu à plusieurs reprises, de la dégradation de la stèle en l'honneur d'Ilan Halimi. Et on réagit moins. Voilà, c'est Rhinocéros. Vous savez, c'est cette pièce de Ionesco où finalement on s'habitue. Le premier rhinocéros qui passe, c'est un événement, ça fait du bruit, etc. Et puis petit à petit, ça devient la norme. Je crois qu'il y a un phénomène d'habitude. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Après, est-ce qu'il y a aussi une forme d'autocensure ? Il ne faudrait pas en parler. Il ne faudrait pas vexer. Il ne faudrait pas... Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut... Je pense que l'augmentation des actes antisémites, c'est une honte pour le pays entier. C'est pas possible. On ne doit pas accepter ça. Dans un des chapitres du livre, un journaliste est sur la base de Shura, dans le centre d'Israël. Il y rencontre la patronne du bureau d'enquête de la police scientifique israélienne. Et en lisant son témoignage, on mesure encore un peu plus l'atrocité des scènes auxquelles ont été confrontés les policiers israéliens. Un acharnement des terroristes qui a rendu extrêmement compliqué le travail des légistes. Un acharnement qui est aussi un signe politique des intentions des auteurs de ces crimes, le 7 octobre. Mais évidemment, c'est de l'effacement. Vous effacez l'identité des gens. Et il y a des parents qui ont dû attendre des jours et des jours avant que l'on identifie le corps de leurs enfants tués au festival Supernova. Tellement les tueurs se sont acharnés sur eux. Il faut y aller quand même pour qu'un corps ne soit plus reconnaissable. Il faut s'imaginer quand même l'acharnement, la violence qu'il faut avoir, et la persévérance, aussi atroce que puisse paraître ce mot dans ce contexte. On a même fait appel à des archéologues. Oui, c'est effrayant. Il a fallu faire des tests ADN, il a fallu pour retrouver des gens. Ça témoigne de quelque chose, de la volonté d'effacement, de destruction. Et c'est là où l'aspect génocidaire reparaît. C'est pas des meurtres, c'est pas la même chose. Parce que pour le Hamas, les Juifs n'ont pas leur place sur cette terre. Ils n'ont pas leur place sur cette terre, et puis ils sont quand vous lisez la charte du Hamas, vous comprenez. Ce sont des textes antisémites. On croirait lire du Drummond, quoi. Ils en parlent comme d'insectes, quoi. Avec une coloration islamiste par-dessus. Oui, parce que le Hamas est un mouvement profondément islamiste. D'ailleurs, il le dit au début de sa charte. Ils disent qu'ils sont une branche en fait des frères musulmans. Et donc ça, c'est par nature. Et vous parliez tout à l'heure de conflit national. Le Hamas ne participe à aucun conflit national. C'est un mouvement islamiste. L'islamisme, par nature, est quelque chose d'expansionniste. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et donc le sujet du Hamas n'a jamais été d'obtenir une meilleure paix, plus de territoire, plus de souveraineté, plus de ceci ou plus de cela. Et non, c'est la destruction des Juifs d'Israël. Et donc il n'y a pas de limite. Alors ils ne s'inscrivent pas dans le cadre de la cause palestinienne des années 80 ou 90. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même philosophie. Ça n'a rien à voir.
3 ressortissants français sont toujours otages du Hamas dans la bande de Gaza. On ignore s'ils sont toujours en vie. Au total, 40 Français sont morts des suites du massacre du 7 octobre. Un hommage national leur sera rendu le 7 février prochain par le président de la République. Est-ce qu'il arrive un peu tard ? Oui. Oui, et c'est dérangeant. Voilà. C'est Dérangeant pourquoi ? Globalement dérangeant que... Je parle pas de lui, je parle de la société française. Oui, c'est inquiétant. On a des Français qui sont morts dans des conditions en plus souvent atroces. Et j'ai vu trop peu de... On a vu trop peu de portraits, on a vu trop peu d'hommages. Oui, c'est un peu tard. C'est bien de le faire. Attendez. Et Macron, lui, il a été, il a été bien à un certain moment. J'ai absolument pas compris son interview à la BBC. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. J'ai aucun doute sur sa sincérité sur ce sujet-là. J'ai pas de... Je connais un peu. Vraiment aucun doute. Je pense qu'il lui fallut être un peu plus direct, un peu plus clair et un peu plus rapide. Mais voilà. C'est peut-être le cas de la diplomatie française aussi. Le sujet de la diplomatie française qui ne s'est pas engagée de manière aussi claire qu'elle l'aurait dû. Voilà. Et je dis ça, je fais de reproche à personne. Hein, c'est pas le... Mais oui, on peut le dire, c'est un peu tard. Il nous reste une toute petite minute. Je voudrais qu'on termine cet entretien en citant Kamel Daoud qui signe la postface inédite du livre. « Quand advint l'horreur du 7 octobre en Israël, je fus doublement choqué, doublement piégé, doublement scandalisé, doublement muet et doublement en colère, jusqu'à perdre les mots », écrit le grand romancier et écrivain algérien, rappelant en ouverture sa couverture de la guerre civile algérienne et des atrocités islamistes. Et il s'inquiète de l'ampleur, je cite, incroyable de la judéophobie chez les siens. Est-ce qu'on manque cruellement, dramatiquement de Kamel Daoud ? En général, dans la vie, c'est un écrivain extraordinaire, c'est un homme formidable aussi, humainement formidable. Et ce texte, il est très très fort, extrêmement fort. Je recommande la lecture à tout le monde. Ce qu'il raconte sur les massacres commis par les islamistes en Algérie, il y a 30 ans. Ils ont vu les choses avant nous, les mêmes méthodes, la même volonté d'effacement. Matrice. Là, il y a la matrice. Et puis, il a vu la même chose aussi, c'est-à-dire la volonté d'effacer, de ne pas dire. Lui, il a été censuré dans le journal dans lequel il travaillait à l'époque parce qu'on ne voulait pas donner les chiffres d'un massacre. C'était un massacre où il y avait 1000 morts et sur un plateau. Et puis après, tout a disparu. Il est d'un courage incroyable. Et puis sa plume est d'une densité folle. Et ce texte-là est probablement le texte qui m'a le plus bouleversé de ces dernières années. Et ouais, c'est un texte incroyablement fort, incroyablement puissant, et qui dit beaucoup de choses. Oui, et on manque de Kamel Daoud en général dans la vie, mais vous savez, des gens exceptionnels, par définition, il n'y en a pas tant que ça. Texte à lire donc au terme de la lecture de ce livre, Un pogrom au XXIe siècle, publié dans le cadre d'une collaboration entre Flammarion et Le Point. Merci beaucoup, Étienne Rennes, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du Point, dont le numéro est donc consacré aux derniers survivants de la Shoah. Merci. Merci à vous. À très bientôt.